Ils m'ont brûlé ma voiture, ils m'ont brûlé la deuxième voiture, ils ont brûlé des poubelles. Ils font la loi. Ici, on n'est pas chez nous. Francs-Moisins, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Les Francs-Moisins, une cité parmi les plus sensibles de la banlieue parisienne. L'homme qui dénonce la violence qui règne ici, c'est le propriétaire de ce supermarché. Un magasin aujourd'hui sous haute protection policière. Il est la cible d'une bande du quartier. Cette scène a été filmée par des caméras de surveillance. En pleine journée, une bande de 20 jeunes armés de gaz lacrymogène s'en prend aux vigiles. Ils ont attaqué au magasin, une foule de 20 personnes, avec des gaz. Ils ont aspergé tout le monde, ils ont jeté un vélo en plein magasin, au public, devant tout le monde. Les 9 vigiles et les 24 caméras disséminées dans tout le magasin ne suffisent plus à en assurer la sécurité. Le patron vit un cauchemar. Aujourd'hui, il est personnellement pris pour cible. Dimanche matin, j'étais là, comme ça, j'étais là, en train de travailler dans le magasin. Un individu avec une barre de fer, il me frappe ici sur la jambe. J'ai souffert le martyre. Voilà. J'ai reçu le cola, ils m'ont transporté les SAMU à l'hôpital de Fontaine. Ils m'ont donné 15 jours d'arrêt avec des voyous comme ça, gratuits. Cette fois encore, l'agression a été filmée. Cet homme à l'extérieur du magasin frappe violemment le directeur à l'aide d'une barre de fer. J'en ai marre parce qu'il n'y a personne qui parle. Les gens sont agressés, ils ne posent pas plainte. Les femmes âgées s'arrachent leur sacoche, ils ne posent pas plainte parce qu'ils ont peur des voyous. Mais jusqu'à quand on va avoir peur de ces gens-là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut quelqu'un qui parle. Tous les supermarchés, ils se font braquer. Tous les gens, ils se font attaquer, ils se font voler. Personne ne pose plainte. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. La police, il fait son travail. Mais ici, je pense que c'est trop tard. Il y a trop de délinquance, il y a trop d'attaques. Dans le quartier, les agressions et les vols sont monnaie courante. Les clients du supermarché ne sont pas rassurés. Dès qu'on vient ici, on ne peut pas avoir un sac à main. Moi, je me suis fait agresser 2 fois. Pourtant, je suis balèze quand même. On m'a piqué 2 fois l'argent de la carte bleue. Au Francs-Moisins, Mamed est loin de faire l'unanimité. Certains lui reprochent son comportement envers ses clients et ses employés. Il n'empêche, depuis ces agressions, le commerçant a reçu des menaces de mort. Il est désormais protégé. À chacun de ses déplacements, il est escorté par 6 policiers et un motard. En banlieue, les agressions se banalisent et la Seine-Saint-Denis cumule tous les records. Un taux de chômage frôlant les 30% et des vols avec violence en augmentation de 32% en 10 ans. Commissariat de Bobigny, siège de la Brave 93. Créée en 2006 par la direction de la sécurité publique, cette unité lutte contre la recrudescence des agressions violentes. Ce matin, la Brave part interpeller 13 délinquants. Issus de différentes cités du département, ces jeunes appartiennent à la bande des arracheurs. Leur spécialité, les vols avec violence sur des femmes seules en voiture. Sur ces images, on voit les membres de la bande en action. Le capitaine Ludo est chargé d'arrêter 2 hommes. Il veut les surprendre au réveil. Dans ce type d'agression, le flagrant délit est quasiment impossible. Ça fait un bout de temps qu'on a ce type de fait sur le département. C'est très dur de lutter contre ce type de délinquance parce que c'est quelque chose qui se passe très très rapidement. En 5 secondes, c'est plié, la vitre est cassée ou la porte ouverte, le sac est pris et généralement c'est des sacs à main et les auteurs sont partis en courant, donc c'est quelque chose qui va très très vite. Malgré le calme apparent, le quartier est réputé sensible. Ici, la police n'est pas la bienvenue. En pleine journée, il serait pratiquement impossible pour les hommes de la Brave d'effectuer cette interpellation sans provoquer une émeute. Moi, je comprends le C'est ce bâtiment, mais alors par contre, je ne sais pas quel quartier c'est 3, je pense. Ici, la règle d'or, c'est se déplacer en silence et intervenir rapidement. Compliqué pour les policiers de trouver l'appartement qu'ils recherchent. Les boîtes aux lettres sont vandalisées et les numéros d'appartements arrachés. Ils ne peuvent compter que sur la bonne volonté des locataires.
Et ici, on n'ouvre pas facilement sa porte. Bonjour, c'est la police. Monsieur Dupin qui habite ici. Non, c'est monsieur Aimé. D'accord. Il y a des Africains qui habitent dans l'immeuble? Juste au-dessus là, il y a un Africain. D'accord, merci. L'appartement est maintenant localisé. Les suspects que recherchent les policiers sont âgés de 16 et de 19 ans. Surpris alors qu'ils s'apprêtaient à sortir, les jeunes gens ne semblent pas du tout impressionnés par les forces de l'ordre. Vous asseyez pas, monsieur. Monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Monsieur, vous asseyez. Merci. Merci, monsieur. Vous asseyez. Merci. Les policiers fouillent l'appartement à la recherche de pièces à conviction qui permettront de confondre les suspects. La police dérange, même pour celui qui n'a rien à se reprocher. Le ton monte. Non, mais je pense que Diabat a d'en avoir les problèmes. Moi, vous rentrez dans toutes les chambres, c'est tout. On applique la loi. Parce qu'on a le droit. Parce qu'on a le droit, oui. Alors on le fait. Vous avez le droit. Mais tu t'en bats les couilles, encore fut-il que t'en es. Pour l'instant, t'es encore dans les prémices. Ce type d'intervention peut rapidement dégénérer. Les policiers doivent faire preuve de sang-froid et surtout de fermeté. Ça tient à rien en fait pour que ça se passe bien. L'attitude, il faut être ferme. C'est pas la peine de... Comme là, je me mets devant lui, je pense, il continue à ramener. Ma collègue a dit, il y a encore de la place en jardin. Il a compris que s'il ouvre encore, je le retourne, clac, clac, je prendrai. Donc c'est fini. Il a compris tout seul. C'est terminé. Comme là, le calme est revenu. Les deux individus sont emmenés menottes au poignet. La sortie de la cité reste un moment délicat pour les policiers. Ça se passe plutôt bien. L'interpellation, finalement. Bah, vous avez vu. Ça aurait pu être bien. Mais rapidement, les esprits s'échauffent dans la cité. Depuis les fenêtres des immeubles, des insultes commencent à fuser. L'opération a duré moins de 2 heures. Pour les policiers de Bobigny, c'est un succès. Sur les 13 membres de la bande des arracheurs, 11 ont été arrêtés. Ils ont tous entre 15 et 20 ans. Selon la préfecture de police, aujourd'hui en France, 70% des vols avec violence sont commis par des mineurs. Pour le sociologue Sébastien Rocher, spécialiste de la délinquance et enseignante à l'école de police, il y a une explication. Les violences de rue sont des violences qui sont commises par les jeunes. Parce qu'il faut être jeune pour être violent dans la rue. Je veux dire, vers 65 ans, un certain nombre de réflexes est considérablement émoussé. Et il faut ensuite qu'il y ait beaucoup de jeunes pour qu'il y ait beaucoup de violence. Donc ça, c'est la banlieue, c'est la concentration d'une population jeune plus importante que pour les autres villes, les petites villes de province ou le reste de la France. Et c'est une population qui est plus défavorisée économiquement, scolairement, par rapport au logement. Et ce mélange des difficultés, des risques, fait qu'on va avoir une concentration des comportements violents. Avant l'interrogatoire des suspects, le capitaine et ses hommes font l'inventaire des pièces à conviction trouvées dans les différents appartements. Capitaine, c'est quoi tout ça? C'est une partie des objets qui ont été trouvés pendant l'opération ce matin. Donc il y a les silex pour casser les vitres des véhicules et les cartes bleues et les passeports, c'est ce qui se trouve dans les sacs des personnes qui sont agressées et volées. Et puis les vêtements, c'est les vêtements qu'ils portent et qui peuvent correspondre à la description qu'on avait. 16 cartes bleues, 5 pièces d'identité, la prise a été bonne. Reste aux policiers à obtenir les aveux des suspects de leur participation à ces agressions. Les auditions des 11 jeunes durent 2 jours. Dans un autre bureau se déroule l'interrogatoire d'un suspect interpellé dans le cadre d'une autre affaire de vol à la portière. Le jeune homme a 19 ans, c'est un récidiviste. Il n'a pas l'air impressionné. Je crois pas. Bon, moi je te demande comment ça se passe en général.
En général, moi, ça pour moi, c'est comme je vous ai dit, à ma manière. Moi, c'est à ma manière, j'ai pas besoin des gens, c'est à ma manière. Maintenant, vous me dites, les trucs, moi, je sais pas comment ça se passe pendant bande organisée, ou je sais pas comment, je suis pas dedans. Maintenant, j'ai fait. Le policier a besoin de recueillir un maximum d'informations sur les pratiques de Laurent. Mais celui-ci n'en démord pas. Il ne fait partie d'aucune bande. C'est pas en balançant un truc comme quoi, tiens, j'ai pété le Mercos, même si c'est pas moi. Regardez, là c'est bon, faites comme vous voulez. Calme-toi, c'est bon. Je fais pas ce que je veux, je marque pas n'importe quoi, je fais pas ce que je veux. Mais non, mais vous êtes en train de me dire quoi? Si je vous dis, il n'y a pas de bande organisée, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des bandes organisées? Moi, vous me parlez de bandes organisées pour des vols porteurs. Ça s'organise pas, ça. C'est à arracher. Ça n'existe pas, ça. Avec ce genre de suspect, il est particulièrement difficile d'obtenir des aveux. Voilà pourquoi les policiers surveillent avec soin l'organisation et les habitudes de ces arracheurs. Des enquêtes qui peuvent durer plusieurs semaines. T'as pété avec eux? Avec mes pieds. Pour la bande interpellée ce matin, tout se passait dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Ce carrefour était leur terrain de chasse. Les jeunes braquaient les voitures bloquées dans les embouteillages. La bande des arracheurs, la voici en pleine action durant les heures de pointe. Leur cible de prédilection, les femmes seules. Ils peuvent commettre jusqu'à 10 agressions en une seule journée. Des opérations parfaitement rodées qui rapportent à la bande jusqu'à 300 € par jour. Nous avons montré ces images au lieutenant Thomas de la Brave 93. Ils se mettent en place à la sortie de leur cité qui donne sur la nationale. Ils sont entre 3 jusqu'à 10-12. Et puis ils se répartissent les rôles. T'en as qui sont spécialisés pour chouffer, c'est-à-dire guetter et l'arrivée des victimes. Ils privilégient les femmes seules au volant qui viennent de départements, d'autres départements, puisqu'ils partent du principe que tout ce qui est hors 93 est plus riche que le 93, donc une femme seule aura plus de sous. Puis ils attendent jusqu'à ce que la circulation soit suffisamment dense pour que les véhicules soient arrêtés au feu. Donc là, dans le K4. Tu vois, 95, une femme seule, un véhicule de luxe. Bon, là, il n'y a rien. On va voir dans l'autre. Et pareil, hein, une gonzesse. Et là, on le voit qui ramasse des silex par terre. Et après, il le balance sur la vitre pour que ça pète plus facilement. Donc là, il s'approche de la voiture. Il regarde à l'intérieur, il pète la vitre, on voit les éclats de verre, il prend le sac. Donc là, la dame, tu vois, elle est tellement paniquée qu'elle part. Et là, il a le sac. Il repart tranquillement dans l'immeuble pour aller regarder. Ils font ça toute la journée. Là, c'est le même jour, c'est l'après-midi. Toujours au même endroit. Avant d'aller taper, on ferme le blouson, on met la capuche et on y va. Voilà. Donc c'est le 4x4 là, le range. Et là en fait ils ont cassé la vitre avant et la vitre arrière. Hop, on le voit revenir le long du trottoir en tenant le sac. Et puis ils revendent portables et pièces d'identité au tout venant. C'est super traumatisant, nous on a reçu pas mal de victimes. D'un coup t'as une vitre qui explose, bien souvent elles reçoivent des éclats de verre donc elles sont blessées les victimes. Tu vois quelqu'un qui s'engouffre dans ton véhicule qui te prend tes affaires. Les quelques cas où on a les victimes qui ont la présence d'esprit d'essayer de retenir leur sac, bah, ils n'hésitent pas soit à leur porter des coups. Nous sur ce dossier-là il y a eu des menaces au couteau. Ils sont aussi souvent équipés de bombes lacrymogènes. Si les victimes résistent, bah, on les gaze. Comme pour prendre le sac, ils sont quand même assez violents, ils n'hésitent pas à frapper les gens pour obtenir le sac, quoi. En pleine interview, un appel d'urgence survient. Il y a une victime là, ça a pété, mais j'ai pas de signalement encore, c'est le TE qui est avec la victime. Le capitaine Ludo, en charge de l'affaire des arracheurs, intervient. La victime est dehors avec les collègues du poste. Cette fois, l'agression a été commise à quelques mètres seulement du commissariat. Elle est où là, la dame? Elle est partie se désinfecter la main. D'accord. Ouais, c'est le véhicule qui vient de se faire casser. Ben voilà, je rentrais chez moi, hein, et voilà, avec mon bip et
le temps de faire quoi que ce soit. Quoi. Même mon sac. Tout. Mon sac. Là, qu'est-ce que vous avez sur la main? Ben, je sais pas, ça doit être le carreau qui a bipé, je sais pas. Les femmes seules au volant sont les premières victimes des vols à la portière. L'an dernier, pour le seul département de la Seine-Saint-Denis, on recense 13 000 vols avec violence, soit plus de 35 chaque jour. Les délinquants qui sont impliqués dans la délinquance de rue, donc bien souvent donc les jeunes pour ce type de délinquance, ils sont des opportunistes. Ils sont des gens qui sont impulsifs. Il faut de l'impulsivité. On voit la cible, on y va. Elle ne passera pas une deuxième fois. Donc il faut savoir saisir sa chance. Et parfois, si on veut absolument quelque chose, il faut savoir être violent. Donc cette culture de la délinquance de rue, elle passe par l'opportunisme, elle passe par l'impulsivité. Et c'est une caractéristique qui était déjà observée dans les années 60. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un terreau qui se développe. Les phénomènes de ségrégation spatiale, les phénomènes de discrimination, les phénomènes de précarité, ils sont un terreau qui font se développer ce type de psychologie. Ce type de... Ben voilà, on ne va pas rater une opportunité pareille. Gisèle est l'une des victimes de la bande des arracheurs. Ce matin, elle est convoquée au commissariat pour reconnaître ses agresseurs. C'est le deuxième jour de garde à vue de la bande et bientôt la fin des auditions. La confrontation est toujours un moment très délicat. Généralement, elles sont assez choquées, c'est extrêmement traumatisant comme type d'agression. Donc elles ont des mouvements de recul, des fois il y en a qui sont assez émus, quoi. Voilà. Entrez, alors ils ne vous voient absolument pas. Vous pouvez vous approcher autant que vous voulez de la glace et nous on peut les faire avancer. Alors c'est ce qu'on va faire. Le numéro 2, tu t'avances d'un pas. Vous voyez bien là? Non? Non. Bon, on va faire les autres. Le numéro 2, tu recules. Le 4 s'avance. De profil? Ouais, dans le sens là. Je pense pas. Le 4 recule, le 1 s'avance. De profil? Ça peut être lui. De profil? Ouais. Alors 100%, je pourrais pas jurer à 100% que c'est lui. Ouais. Mais il est drôlement ressemblant. Il lui ressemble drôlement. Voilà. À 80%. Un peu plus même. Ouais. Oui. Un peu plus même. D'accord. Voilà, je peux pas faire mieux, hein, sincèrement. Ok. Venez. On va aller... Ça va? Non. Non, ça va pas. Bon. On va aller dans le bureau. Paul, je suis avec la victime. Asseyez-vous. 2 mois après l'agression, Gisèle n'arrive toujours pas à oublier. Ça fait un bruit horrible. J'ai hurlé, je ne me savais pas capable de pouvoir hurler à ce point-là. C'est dur, hein. Donc c'est ça qui est le plus difficile à vivre, c'est pas le sac en soi, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est cette peur qui après vous quitte plus. Vous considérez que c'est plus un vol ou une agression? Parce que... Ah, pour moi c'est plus une agression qu'un vol. Les jeunes de la bande des arracheurs regagnent pour la dernière fois les cellules du commissariat de Bobigny. Dans quelques heures, ils seront déférés devant le juge d'instruction. Finalement, sur les 11 interpellés, 8 seront libérés par le juge. 3 jeunes seront incarcérés en attendant leur procès. D'après la loi, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Dans les faits, c'est rarement le cas. Paris n'est pas épargné par cette nouvelle délinquance. En 2003, la capitale devient le terrain de chasse de plusieurs bandes d'arracheurs équipées de motos très puissantes. Venant principalement des banlieues parisiennes, ils lancent des raids sur Paris.
Extrêmement mobile et rapide, il frappe jusqu'à 20 fois par jour, avec toujours le même objectif, les sacs à main des femmes seules et des touristes. Pour faire face à cette vague d'agressions violentes, la direction départementale de la police de proximité a créé une unité spéciale et unique en France, la compagnie de sécurisation. Ces policiers en uniforme et en civil s'adaptent aux nouvelles formes de délinquance. 300 hommes et femmes capables d'intervenir à tout moment et n'importe où dans Paris. Pour y parvenir, la compagnie s'appuie sur une unité de motards dirigée par le commandant Patrick Lunel. Ouais, commandant Lunel, bonjour. Je descends, ok. Ok, merci. Et les motards aussi se sont adaptés à ceux qu'ils poursuivent. En plus de leurs motos siglées, ils se sont équipés de scooters banalisés. On a voulu prendre les mêmes motos que nos principaux délinquants, à savoir des motos qu'ils utilisent en temps normal pour commettre leur délit, leur vol arraché ou leur vol portière. Charlie 11-16, vous répartissez une sur le périphérique intérieur, l'autre sur le périphérique extérieur. Et la dernière Charlie, elle se met sur l'accès A1 par la porte de la Chapelle. L'avantage des motos, c'est qu'on peut monter sur les trottoirs, on peut prendre des axes de circulation à contresens, on peut avoir une mobilité énorme, une rapidité pour se rendre sur place par rapport à la circulation. On a aussi un avantage énorme par rapport à nos collègues tenus, c'est qu'on a un casque, on a des protections déjà d'emblée. Donc si jamais on pouvait recevoir des projectiles, des œufs ou des choses de ce genre, on a déjà une petite protection de par notre équipement. Les portes de Paris, des postes d'observation privilégiés pour les hommes du commandant Lunel. De là, ils peuvent contrôler tous les deux roues suspects en provenance de la banlieue. Paris est sous haute surveillance et la stratégie paye. Aujourd'hui, les vols à l'arraché commis dans la capitale sont passés de 20 à moins de 5 par jour. Ouais, pour communiquer avec Golfin. 21h, périphérique nord. Les motards de la compagnie de sécurisation viennent de prendre en chasse l'un de ces fameux scooters qu'utilisent souvent les arracheurs. Vous pouvez me rappeler sur mon RGI, s'il vous plaît? Mettez-vous devant la petite camionnette là, s'il vous plaît, monsieur. Salut. Pour une investigation, vous êtes on vous déjà signaler. J'ai reçu. Ne vous inquiétez pas, c'est terminé, monsieur. Pas de problème. Mais franchement, je crois que je vais changer de bécane. Ah, moi, je suis pas commercial, monsieur. Ça fait la troisième fois. Je suis pas un voleur, je suis agent RATP. Monsieur, est-ce que je vous ai traité comme un voleur? Non. J'ai fait un contrôle. Mais c'est vrai que ça, c'est super. Et c'était volé, super. Oui, vous savez comment on nous appelle? Notre service. Je sais pas, non. La brigade anti-tract. Voilà, ouais. Peut-être c'est ça. Mais je suis content parce que si jamais on me vole, au moins... ouais, voilà. Enfin bon, vous étonnez pas si vous êtes contrôlé 3 fois dans la journée. Il y a beaucoup de vols portières, beaucoup de vols arrache faits avec ce genre de machine. Donc c'est normal qu'on procède au contrôle. Voilà, c'est tout. Hein? Bon. Merci. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Et sur le périphérique parisien, les motards reprennent leur chasse aux scooters et aux motos puissantes qui arrivent de banlieue. Jean-Louis, c'est le commandant, là, tu me reçois? On a une voiture, là, Golf, qui a trouvé un scooter T-Max, là, faussement immatriculé et signalé volé. Je suis en train de sortir les documents. Pour le commandant Lunel, un scooter comme celui-là est suspect. Le lieutenant Kurt et un collègue se rendent sur place. Là, on va sur un dispositif qui a été mis en place il y a un quart d'heure. Nos équipages viennent de trouver un scooter KMX500 faussement immatriculé, volé. Donc on a un dispo dessus, ça pourrait correspondre à un véhicule qui sert à faire des vols à main armée ou des vols arrache. Le 2 roues a été localisé dans le 11e arrondissement de Paris. Plusieurs policiers surveillent déjà le quartier. Certains installés dans des voitures banalisées, d'autres attablés dans des bars. Dans leur ligne de mire,
le scooter volé. À la tête du dispositif de surveillance, le brigadier-chef Arnaud. C'est l'un de ces hommes qui a repéré le 2 roues suspect. Un détail avait attiré son attention. On est passé en voiture et on a remarqué qu'il avait une plaque très récente d'immatriculation qui était fort abîmée. Donc on a été vérifier le numéro de série et c'est une doublette parfaite, un véhicule qui a été volé sur le 17e arrondissement. Donc, la manière dont il est posé là nous laisse penser qu'il va repartir rapidement. Pourtant, 2 heures plus tard, personne n'est encore venu récupérer le 2 roues. Pour les policiers, la planque pourrait durer une partie de la soirée. Le brigadier Kurt a donc été chargé de trouver d'autres postes d'observation plus discrets. Le responsable du dispositif m'a demandé de trouver un point de chauffe, un point haut, pour pouvoir voir l'objectif sans être vu. Le toit de cet immeuble pourrait donner un point de vue parfait sur le scooter. Avant de s'installer, le brigadier Kurt veut vérifier un dernier détail. Il ne doit pas être repéré par le voisinage. On voit bien le permis. Le souci, on est beaucoup trop visible. C'est quelqu'un qui est dans les habitations, il va nous voir. Donc là, ce sera un très, très bon point de chouffe, mais en soirée. Un deuxième lieu de surveillance serait donc préférable. Du toit, le brigadier a repéré un appartement très bien placé. Cette fois, une planque idéale. Reste à convaincre l'occupant des lieux de laisser son logement à la disposition de la police. Bonjour. Bonjour. Je suis de la police nationale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Actuellement, nous faisons un dispositif de surveillance sur la rue. Ouais. Et j'aurais voulu savoir, par rapport à votre appartement qui donne sur la rue, si on pouvait venir chez vous ce soir. Vous voulez voir comment ça donne? Ça vous dérange d'aider la police? Non, si c'est pour la bonne cause, non. Non. Ce que j'aime pas avec la police, je vous le dis tout de suite, c'est quand on nous parle mal pour un petit truc ou pour un machin comme ça. Non, non, bien sûr. Le brigadier a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Retour dans la rue où est garé le scooter. La situation évolue rapidement. Un suspect est repéré. Ouais, Racco David de Mika, faites gaffe, il y a un black avec un casque à la main. C'est parti, top interpelle, top interpelle. En quelques secondes, 3 policiers cernent l'individu. L'interpellation se déroule calmement. L'homme est menotté et rapidement emmené à l'abri des regards dans le hall de l'immeuble le plus proche. Il est fouillé et son identité est confirmée par le fichier de la police. Âgé de 25 ans, le suspect habite en Seine-Saint-Denis et il a déjà eu affaire à la justice. Il vient de purger une peine de 20 mois de prison pour vol avec séquestration. Il n'est pas surpris par son arrestation. C'est qu'il est volé, donc. C'est qu'il avait du lien, je crois dessus, moi, jamais vu. Je me serais sauvé, mais je serais resté là comme ça, de regarder, quoi. Et il agit bien, apparemment, il a connu nos services, donc il sait comment ça se passe. Donc il n'y avait aucune surprise, et puis disons que malheureusement il est à l'habitude. Voilà, merci. Le commandant Lunel vient d'être prévenu. Il rejoint son équipe. Voilà, c'est une bonne affaire. L'intérêt de serrer comme ça sur la base avant que le scooter départe, c'est qu'on évite de partir en poursuite, de prendre des risques inutiles. Risque pour les collègues, risque pour les autres usagers de la route. C'est vraiment hyper confortable de travailler comme ça. On a vraiment le temps et ça se fait tout en douceur. L'auteur n'est pas blessé, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, tout est carré, c'est propre. Arrivé sur les lieux, il veut interroger lui-même l'interpellé. Qui c'est qui vous l'a prêté, là, le scooter? Tout le monde le prend. Tout le monde le prend. Bah, ça peut être une réponse qui va nous plaire longtemps. Je vous le dis clairement. monsieur. Ok. D'accord. Alors,
là, on va vous extraire, on va aller dans un commissariat, on va y aller gentiment, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas là le genre de réponse que je vais attendre. Quand il y a des responsabilités, monsieur, regardez-moi, je vous parle, il y a des responsabilités, il va falloir les assumer. L'homme est conduit au commissariat de l'arrondissement où a été volé le scooter. Pour la compagnie de sécurisation, la mission est terminée. C'est qui monte avec? Je suis content parce que c'est des heures de travail, c'est des heures de formation, c'est des heures de... Les gars y croient, donc c'est cool. De retour à son quartier général, le commandant Lunel fait son rapport au commissaire Rachel Costard. Cette jeune femme de 33 ans dirige la compagnie de sécurisation. Alors? Nickel, madame. Très beau serrage, tout en... Ouais. Un très beau serrage, tout en douceur. C'est cool. Ouais, c'est cool. Apparemment, il est sous contrôle judiciaire. C'est vrai? Ouais, apparemment, Très bien, il a dû être surpris. Vous savez qu'à l'interpellation, il a dit mais il fallait me laisser jouer, il fallait me laisser monter, partir pour que je vous ai montré comment je pilote. Parfois, pour eux, c'est vraiment un jeu. Ils sont là pour, pour tester la façon dont ils vont pouvoir s'en sortir par rapport aux forces de l'ordre. Il y a vraiment cette notion-là, c'est pas la seule, mais il y a vraiment cette notion-là. Et nous, on n'est pas du tout dans la même démarche, vous imaginez bien. Et c'est pour ça qu'il faut couper l'arbre sous le pied, parce que la police, c'est pas un jeu. Enfin, voilà, c'est tout. Alors bien sûr, la police n'est pas un jeu, mais cela n'empêche pas le commissaire Costard de se montrer reconnaissante quand ces hommes bouclent une affaire avec succès. Félicitations à vous. Merci. Félicitations. Super, merci. Franchement. Ce matin, les hommes de la compagnie de sécurisation n'ont pas le sourire. Ils viennent d'être saisis d'une affaire crapuleuse. Une série d'agressions sur des personnes âgées. C'est une personne qui vient de commettre plusieurs agressions violentes sur les personnes âgées, visiblement gratuites parce qu'il y a très peu de préjudice, avec des personnes âgées gravement blessées. Notre objectif à nous, la compagnie de sécurisation, c'est de réagir tout de suite sur le phénomène, d'éviter que ça se reproduise, parce qu'il faut absolument neutraliser le gars avant qu'il refasse une victime. L'objectif à arriver... L'homme que le commandant Lunel a baptisé le braqueur de grand-mère a déjà fait 12 victimes en 10 jours. L'ensemble de la compagnie est mobilisé, les policiers en tenue comme ceux en civil. Vous soyez dans la foule inconnue. C'est-à-dire, ou alors vous avez des vues aveugles dans des boutiques. Il faut que vous ayez une vue extérieure sans vous faire repérer. Si le gars il passe 2 fois devant vous, il ne faut pas qu'il puisse vous lever. Maintenant, il vous reste 10 minutes pour vous mettre en place et on devrait arriver à le faire. Le commandant Lunel participe en première ligne à l'opération. Lui aussi doit passer inaperçu. Je m'équipe pour aller un petit peu dans la rue, traîner dans la rue et comment dire, pouvoir passer plus discrètement. C'est efficace vraiment comme... Ouais. Les gens ne s'attendent pas d'avoir des policiers dans des tenues qui diffèrent de la tenue classique, on va dire veste en jean basket quoi. Et vous en avez d'autres des accessoires comme ça de déguisement? Oui, j'en ai pas mal. Mais bon, on va le garder pour nous, hein, parce que on va quand même pas tout dévoiler. On va garder les meilleurs pour les situations différentes. Toutes les personnes âgées agressées vivent dans le quartier de Montmartre. La compagnie de sécurisation y met en place son dispositif de surveillance. Pour l'instant, on n'a que des blessés graves, mais à la manière dont ils travaillent, ça risque de mal tourner. Et si ça tourne mal, là, on s'en voudra de ne pas l'avoir serré plus tôt. Mais on va la voir. T'es pas Mike, TK, t'es pas Mike, position. Le commandant vérifie la position de ses hommes sur le terrain, avec au passage quelques conseils pour mieux se fondre dans la foule. Prends un plan de métro dans les mains, ça fait vachement touriste, surtout dans le secteur. Je t'en demande à la guitoune en bas, au métro. Je te jure. Là, c'est un collègue qui d'habitude travaille en tenue. Donc il n'a pas l'habitude de trop travailler en civil. Donc c'est normal qu'on les conseille un petit peu. Mais les civils, ils connaissent bien le travail maintenant. Plus de 30 policiers surveillent le quartier. Patrick Lunel est relié à chacun d'entre eux grâce à une petite oreillette.
Un homme qui correspond au signalement de l'agresseur vient d'être localisé par ce policier en civil qui porte une capuche. Le commandant lance la filature. Eric, tu prends la bagnole, tu essaies de tourner, d'essayer de le retrouver sur le 9e. Il est peut-être reparti sur le 9. Un grand black plus grand que lui avec un jean. Un jean bleu, une veste grise avec une bande blanche large comme ça dans le dos et sur les manches. D'accord. Africain, 25-30 ans, cheveux rasés, un peu pouilleux. Il marche à 2 à l'heure, il regarde partout. Il s'arrête aux angles, il regarde à droite, à gauche, il remonte. D'accord, ok. Il est redescendu là? Je sais pas, je l'ai pas vu. Tourne-moi sur le 9e, essaie de le trouver sur le 9. Ouais, grenouillez-moi dans le coin, grenouillez dans le coin. Faut me le retrouver, ce gars-là, faut me le retrouver. Cette première recherche ne donne rien. Le commandant va alors se poster dans la rue de l'immeuble où a eu lieu la dernière agression. On se pose dans un établissement rue Varin. Il a tapé au 16, il y a 4 jours. Il n'est pas rare qu'un délinquant frappe plusieurs fois au même endroit. Et à chaque nouveau signalement correspondant au braqueur de grand-mère, la traque repart. Un suspect vient juste d'être aperçu à quelques rues de là. On reviendra. Ouais, reçu, je suis dans la rue des Martyrs, je suis pas loin là. Il nous remonte face à nous, il va arriver face à nous. Je vais le prendre pleine tête. L'agresseur pourrait bien être cet homme au sweatshirt noir qui marche sur le trottoir de gauche. Vous voyez, il vient de passer Clausel, rue des Martyrs, Clausel. Il remonte, je prends l'objectif. On est à hauteur du 35 Martyrs. Ça progresse doucement sur le trottoir gauche, toujours trottoir de gauche. Un peu plus haut dans la rue, d'autres policiers s'apprêtent à prendre le relais. Ils sont exactement sur la trajectoire du suspect. Mais finalement, l'homme ira s'asseoir sur un banc en face d'un lycée. Nouvelle fausse alerte. C'est peut-être un gars qui attendait la sortie de sa copine là. On laisse Golf 1 et Golf 2 sur zone. Tous les autres TP retrouvent leur position reçue. 10 h du matin, le lendemain. Malgré la présence de la police sur le terrain, l'agresseur a une nouvelle fois frappé. On a une femme inconsciente suite à agression au square de Clignancourt. Je te rappelle quand je suis sur place. Vous pensez que c'est votre homme peut-être? On n'en sait rien, il faut qu'on ait un signalement assez rapidement. TNCQ de T431 Alpha. C'est la 13e victime et l'agression a eu lieu il y a moins de 20 minutes. La vieille dame habite dans cet immeuble cossu du 18e arrondissement. Bonjour madame. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé un petit peu, non? Eh ben non. Je me souviens très bien rentrer, et puis après je me souviens de rien. Ça s'est passé en bas, dans le hall de l'immeuble, en bas, c'est ça? Sûrement. Je suis rentré. Est-ce que vous savez simplement si c'était une personne ou plusieurs personnes? Je me souviens absolument. D'accord. Les pompiers viennent donner les premiers soins à la victime très choquée. Pour le commandant, aucun doute, le braqueur de grand-mère a encore frappé. Square de Clignancourt, c'est le même, c'est le même. Square de Clignancourt, c'est la même chose. Je suis dégoûté quand on voit ça, cette dame-là qui est... Je vous fais mal là quand j'appuie. Non, ça va? Âgée de 82 ans, la femme a reçu plusieurs coups de poing au visage. Elle est hors de danger mais couverte d'hématomes. Dans le sac arraché par le voleur, il y avait 40 €. Le collier, je sais que c'est un peu échelon madame, mais on est obligé de vous le mettre là. Vous pouvez appeler la carte vitale. On va laisser notre dispo sur le 9e arrondissement avec les effectifs civils et je fais rapatrier tous les effectifs disponibles de la compagnie Sécu sur le secteur nord du 18 pour procéder au contrôle systématique de tous ceux qui correspondent au signalement. La victime sera conduite à l'hôpital le plus proche. Quant à l'agresseur, il ne se manifestera plus de la journée. La chasse à l'homme dure maintenant depuis 3 jours.
Et toujours aucun résultat. Pour les policiers, l'attente est interminable. Mais soudain... Alors, interpellation effectuée, 45 Merde. ordinaire, donc DJ Delta est sur place. Personne ne bouge, hein. L'interpellé reste sur zone. On va sur place directement, hein, mais on ne bouge pas. Hein. Un homme a été interpellé par l'équipe du commandant Lunel. Il est à l'intérieur de ce hall d'immeuble. Le suspect a 19 ans, il habite Paris et d'après les premiers renseignements, travaille comme agent de sécurité en banlieue. Il a exactement le profil établi du braqueur de grand-mère. Une personne âgée qui est passée, qui est remontée ordinaire, il a commencé à la suivre, et quand elle est rentrée dans le hall d'immeuble, hop, il a enquillé derrière. Et quand j'ai ouvert la porte, il était tout près de lui sauter sur le dos, quoi. Donc je n'ai pas laissé le temps, on l'a tout de suite. Dans le doute, je voulais pas qu'il lui donne un coup de poing et que ça soit grave, quoi. Quitte à se tromper, enfin ça correspond vraiment bien, mais quitte à se tromper, je préfère ça qu'une petite mamie se retrouve avec la mâchoire cassée. Donc on verra bien. Ça se trouve c'est pas ça, ça se trouve c'est ça. Pour moi c'est ça. Patrick Lunel arrive sur les lieux. Avec le responsable de la brigade criminelle, ils vont interroger le suspect. Qu'est-ce que tu faisais dans le coin? Attention, c'est une question importante. Quand tu me réponds, réponds-moi. Réponds-moi honnêtement, je suis de la brigade criminelle et on n'est plus là pour rigoler. Je suis en train de chercher mon ami. Et j'ai rencontré cette femme aussi, je lui ai demandé, elle m'a dit regarde dans la boîte aux lettres. Après, j'ai rentré, j'ai en train de regarder dans la boîte aux lettres. Ils sont venus, ils m'ont arrêté comme ça, j'ai rien fait aussi. Les explications du jeune homme n'ont pas vraiment convaincu les policiers. Ils décident alors de le mettre en garde à vue afin de poursuivre son interrogatoire et de vérifier ses propos. Commandant, c'est fini là, vous levez le dispositif? Non, non, on lève pas tant qu'on n'est pas sûr que c'est le bon qui a été interpellé. Il leur donne des questions de lever. Ça serait mettre à néant les efforts des 4 derniers jours. Le lendemain, le braqueur présumé finira par tout avouer. Ses 13 agressions de personnes âgées. Il est actuellement en prison en attente de son procès. Dans le quartier, le calme est revenu. En marge de ces vols, une autre forme de violence frappe aujourd'hui Paris. Gare du Nord, 27 mars 2007. Une nouvelle fois, la compagnie de sécurisation est en première ligne. La commissaire Rachel Costard commande son équipe. Dans la foule désorganisée, de jeunes casseurs se déchaînent. Tout a commencé en milieu d'après-midi à la suite d'un banal contrôle de billets qui a dégénéré. En quelques heures, la gare du Nord devient le théâtre d'une émeute. Pour les jeunes, c'est l'occasion de se confronter aux forces de l'ordre. Ils dénoncent les contrôles policiers dont ils seraient systématiquement victimes dans la gare. Les gens s'énervent, c'est normal, parce qu'ils tapent tout le monde, ils respectent personne, ça c'est pas bien. On n'a pas de travail, on n'a rien du tout, ils foutent de la merde, même t'as pas une ticket, ils te baissent, ils te font tout. Jamais ils te respectent, jamais ils te respectent. Et tu crois que ça change de casser les trucs ou pas? Non, ça change pas, on le sait. Mais maintenant, on va lui faire comprendre, cousin. On le sait que ça va pas changer. Mais comment vous voulez qu'on leur fait comprendre? Circulez, messieurs, dames, circulez, pardon! Les policiers, conduits par le commissaire Costard, tentent de faire évacuer les lieux. Ils veulent éviter tout affrontement avec les jeunes. C'est un peu le bordel, mais c'est la configuration des lieux qui est difficile. Et puis bon, il y a beaucoup de curieux, il faut être très clair. Hein. Ils sont là parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des policiers. Donc plus on est là et plus ils restent, et plus ils restent, et plus on est obligé de rester parce qu'ils font des dégradations. Donc, Une partie de la foule s'en prend aux boutiques de la galerie marchande. Des magasins sont pillés.
Pour Rachel Costard et ses hommes, une fois encore, il est difficile d'agir. Car au moment d'interpeller les casseurs, ils font souvent face à l'hostilité du reste de la foule des voyageurs. Il est 19 h, les casseurs sont maîtrisés. Mais il y a toujours des attroupements face aux forces de l'ordre. Les slogans politiques contre l'État et la police se multiplient. On pousse, on fait attention parce qu'il y a des mecs qui sont armés de barres de fer derrière. Mais on est vigilant, le but de la manœuvre c'est qu'on dégage. Par contre, vous protégez vos arrières, quoi. Hein, parce qu'on a quand même des gens dans le dos. C'est pas les plus méchants, mais on a des gens dans le dos. On y va, zou! Entraînés pour gérer ce genre de violences urbaines, Rachel Costard et son équipe appliquent une tactique beaucoup plus dissuasive. Après une dizaine de charges comme celle-ci, la police évacue la gare. Bilan de ces affrontements, 13 personnes placées en garde à vue, dont 5 mineurs. Il aura fallu près de 9 heures à la compagnie de sécurisation pour rétablir le calme à la gare du Nord. Le lendemain, le commissaire Costard revient sur les événements de la veille. Hop là. Bonjour tout le monde, repos. Je voulais venir à l'appel pour, notamment pour tous les effectifs qui sont intervenus hier, gare du Nord, pour vous féliciter de la façon dont ça s'est passé. Je dois dire que je sais que l'ensemble des effectifs a été... Les violences urbaines se sont banalisées. Pour la police, les réactions d'hostilité de la population s'expliquent. Avoir l'image de toujours des méchants, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas un scoop. Hein. Globalement, c'est un peu l'étiquette qu'on nous colle sur le dos. Maintenant, vous savez, nous, on est là pour faire notre travail. Si ça pose des problèmes à qui que ce soit, que la police soit là pour réprimer des infractions, le premier droit des citoyens, c'est d'être en sécurité. Nous, on est là pour assurer leur sécurité. Les incidents comme ceux qu'il y a eu à la gare du Nord, où on a pendant des heures et des heures des affrontements violents, ils sont très symptomatiques parce qu'ils montrent comment un petit événement, un contrôle de titre de transport qui tourne mal, va dégénérer, va complètement dégénérer. L'arrivée de la police, loin de calmer les choses, elle provoque encore des rancœurs. Donc c'est vraiment une logique comme une boule de neige qui roule et qui grossit. Personne au début savait exactement ce qu'il allait se passer, mais au bout du compte, finalement, la police a réussi à catalyser sur elle un certain nombre de récriminations, de rancœurs, etc. Et je crois que c'est ça qui est grave en France. C'est qu'on a besoin de veiller à la qualité de la relation entre la police et la population, pour que justement ça n'arrive pas. Parce que cette qualité du service, elle va protéger les policiers, puis elle va protéger les usagers. On a besoin de réfléchir en termes de qualité. Joël Théry est l'un des policiers en uniforme de la compagnie de sécurisation. Ce matin-là, il part en patrouille dans les quartiers sensibles du nord de Paris. Ce capitaine de 38 ans constate quotidiennement la dégradation des rapports entre les jeunes des cités et la police. C'est sûr qu'ils nous craignent. Mais à la limite, on ne leur demande pas de nous aimer, simplement de nous respecter. On est là, on fait notre travail et il est clair qu'on ne partira pas. Et comme pour eux, c'est un jeu de gagne-terrain, nous sommes une bande rivale, on occupe la même sphère qu'eux, c'est pour eux une guerre de territoire entre les deux. Et la seule chose que nous puissions faire utilement pour tous ces gens qui ici sont d'honnêtes citoyens, c'est d'être présents. Joël a été appelé en renfort dans cette cité du 19e arrondissement. Elle est où l'entrée ? Un cambriolage a été commis la nuit précédente. L'endroit est jugé sensible. C'est pas un coupe-gorge, faut pas exagérer non plus. Mais c'est une zone à risque, on a des bâtiments qui sont relativement hauts. Une configuration au niveau de l'architecture qui est inadaptée, j'allais dire, pour assurer la sécurité des lieux. Donc c'est un peu pénible, quoi. Quand on intervient le soir, mieux vaut intervenir à plusieurs véhicules. C'est pas rare que les collègues locaux prennent des projectiles, quoi. L'arrivée de Joël provoque la curiosité des plus jeunes. Sur le lieu du cambriolage, d'autres policiers montent déjà la garde. Flashball au point, ils surveillent les bâtiments d'où pourraient tomber des projectiles en tout genre. À quelques pas de là, d'autres jeunes sont regroupés. Ils ont 20 ans et n'aiment pas la police. Pourquoi ils sont passés par là-bas au lieu de venir directement derrière? C'est pour montrer leur présence. Ils sont passés directement à la cité pour montrer que voilà, c'est nous les shérifs et vas-y, vous pouvez rien faire. Voilà, voilà, ils nous provoquent.
C'est de la provocation. Pourquoi ils sont pas allés directement là, ils font leur travail comme il faut et repartent. Ni vu ni connu. Ils sont passés dans toute la cité avec leur flashball, toute la cité avec leur flashball, leurs armes, tout ça et tout. Devant des petits. Voilà, histoire de montrer qu'ils sont bien là, ils sont bien rentrés dans la cité, ils sont bien présents, que ça veut dire que voilà quoi. C'est de la voilà, qu'il peut rien se passer et que c'est de la provocation, c'est que de la provocation. Joël rejoint les hommes en faction. D'une fenêtre, on vient de lancer un œuf. Pour le capitaine, cela témoigne bien du climat qui règne ici. Un œuf, ça peut prêter à rire, hein, ça fait 50 grammes. Sauf que quand vous le prenez de 15 étages sur la tête, bah, ça peut tuer quelqu'un. Donc à partir de là, on leur montre qu'on est aussi présent. Et si jamais on voyait quelqu'un nous jeter des projectiles, on aurait au moins l'étage et à partir de là, on pourrait travailler, quoi. Ici, ils comprennent que ça, c'est qu'un rapport de force. Alors ça paraît disproportionné, mais bon, on se met à leur hauteur. Hein. Je peux soumettre un individu ou t'as Bon, il faut casser quoi, là, expliquez-moi. Apparemment, ils ont pété la vitre. Ouais. On sait pas, on a progressé à l'intérieur, on n'a trouvé personne. Il y a peut-être des traces et indices à exploiter, mais on n'a pas de témoins, forcément. On va aller voir. On a pas un projectile, mais... Et le 06 C'est une cantine de la ville de Paris qui a été cambriolée. Et en fait, ce qui avait l'air de les intéresser, c'est la réserve alimentaire. Et puis là, ils ont explosé le chambranle de la porte. Donc c'est vraiment des vols à 2 balles, quoi. Là, c'est pareil. Ouais, c'est juste piquer 2 canettes de coca. Enfin, c'est nul, quoi. C'est vraiment... C'est les pauvres types, quoi. Comme vous pouvez le voir, tout autour, on a entre 200 et 300 logements qui ont des fenêtres qui donnent de ce côté-ci, ce qui veut dire qu'on ne peut pas penser ou imaginer objectivement que les gens n'ont rien vu ni rien entendu. Mais encore une fois, on aura peu d'informations ou pas d'informations, parce qu'il est rare que la population de ces quartiers, j'allais dire, collabore avec nous, par peur ou, j'allais dire, par instinct grégaire. Mais en tout état de cause, ici, on est plus considéré comme une bande rivale qu'autre chose. C'est bien malheureux. Il y a plein de fenêtres partout et personne n'a rien vu. Il n'y a pas de témoin, personne témoigne. Comment ça se fait? On va dire ce qu'il en est franchement, on va pas faire les langues de pute, on va rien dire, c'est tout. Hein. Même personnellement, même si on sait pas, même qu'on sait ou qu'on sache pas, on dira rien du tout. Hein. Qu'ils fassent leur travail justement pour une fois. Tiens. Voilà. Le capitaine repart sans avoir avancé. Le dialogue entre la police et les jeunes semble impossible. Au cœur de ces quartiers règne aujourd'hui la loi du silence, imposée par un climat de violence. La personne qui va appeler la police, qui va être identifiée comme telle, qui va se présenter à nous en nous disant j'ai tel et tel problème avec telle ou telle personne, le lendemain elle va trouver sa boîte à lettres qui va être cramée. Quand c'est pas sa voiture, ses enfants, parce qu'on a des collègues aussi qui résident ici. Parfois, lorsqu'on est fils de fonctionnaire de police dans sa cité, c'est beaucoup plus dur en fait. Hein. Donc à partir de là, quand on demande qu'est-ce que font tes parents comme travail, on a régulièrement des collègues qui disent tu réponds pas ou tu dis que papa est enseignant ou autre, quoi. Être fonctionnaire de police, résider ici ou être famille de fonctionnaire de police, c'est encore plus dur. Christine est l'une des victimes de cette violence. Cette fonctionnaire de police est aujourd'hui obligée de déménager à cause du harcèlement qu'elle subit de la part des jeunes de son quartier. Bonjour. Ce matin, elle a rendez-vous avec son syndicat pour qu'il l'aide à trouver un nouveau logement. Tu as amené tout ton dossier? Oui, j'ai tout amené. Ok, ça marche. Mais écoute, pour le logement, on va voir, je te dis. De toute façon, je te tiens à disposition le... De nombreux policiers sont dans le même cas. Une situation nouvelle et inquiétante. Pour certains, s'en prendre aux intérêts d'un policier, au policier lui-même, isolé, c'est effectivement, ça peut être une certaine gloire, oui. C'est très probablement. Effectivement, ce cap, je crois qu'on l'a passé assez récemment. C'est quelque chose de neuf que de s'attaquer délibérément à un policier en dehors de l'exercice de sa fonction. C'est effectivement, comme vous le dites, probablement un trophée. Une voiture brûlée, des insultes, la vie de Christine a basculé dans l'angoisse. La policière vit seule avec ses 3 filles dans ce petit lotissement de la banlieue parisienne. Et quand elle rentre chez elle, Christine a peur. J'espère qu'ils ne sont pas devant. Normalement, non. À cette heure-ci, non. Il est 18h presque 30. Il est presque 18h30, généralement. Des jeunes, le groupe d'individus qui m'insultent, qui posent problème et qui font partie des délinquants qui ont incendié mon véhicule. Et là, vous avez les 3 fenêtres de mon appartement qui sont fermées parce que je les ferme maintenant parce que j'ai pas envie d'avoir un jet de pierre qui brise les vitres. Donc je les ferme constamment. Pourtant, le quartier de Christine est plutôt calme.
Mais une petite bande de jeunes l'a prise pour cible le jour où ils ont appris sa profession. Voici tout ce qui reste de sa voiture. En fait, on m'a brûlé ma voiture parce que je suis fonctionnaire de police. Voilà. Alors, bon, c'est sûr que ça arrive à d'autres personnes. Elles ne sont pas fonctionnaires de police. Mais bon, moi, s'est enchaîné à la suite de cela divers événements, des agressions physiques sur l'un de mes enfants. Et puis les tags qui se trouvent dans le hall de mon immeuble démontrent bien que c'est pas vraiment le hasard qui a fait que on brûle mon véhicule. Hein. Il y a des inscriptions qui s'adressent à ma fille aînée. Les rames, la salope, fuck les keufs. Pour des enfants, c'est perturbant de voir leur mère se faire insulter d'enculé de flic à longueur de journée, de se faire traiter de sale putain. Mes propres enfants qui se font traiter de salope ou de putain, bon, ça va un certain temps. Mais au bout d'un moment, il y a une lassitude, il y a une fatigue morale, où on a envie de passer à autre chose. Donc moi, la seule solution que j'ai trouvée pour retrouver une tranquillité, une sérénité de vie, c'est de déménager, c'est de m'en aller. Parce que je ne tiens pas à combattre ces gens-là, parce que c'est un combat perdu d'avance. Parce que de toute manière, ils ne seront pas expulsés de cette commune. On ne peut pas les délocaliser. Ils sont là, ils ont décidé que ce serait leur cité, qu'ils étaient là avant moi, et qu'ils sont chez eux, qui font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est le discours qui m'a été tenu. Pendant que nous interviewons Christine, un petit groupe de jeunes s'assoit sur le banc en face de chez elle. Elle préfère mettre un terme à l'entretien. Je ne vais pas, rester trop longtemps devant. Là, je me sens un peu mieux, un peu plus à l'aise parce que vous êtes là. Mais là, je vais rentrer par le jardin. Je vais vous montrer d'ailleurs par où je rentre quand il y a du monde devant. Okay. Je préfère. Voilà. Vous me suivez? Donc, j'escalade mon petit grillage. Hein. Je passe entre mes arbres et puis voilà. Donc, si vous voulez bien me suivre, c'est pas facile. Donc, je rentre par là. Voilà, et puis j'ai téléphoné préalablement à mes enfants pour qu'ils m'ouvrent la porte-fenêtre. Voilà mon petit jardin, mon petit univers. Voilà, l'été j'avais la possibilité de faire un petit barbecue, j'étais bien, c'était paisible et bien maintenant il va falloir partir. Qu'elles sévissent en banlieue ou qu'elles frappent Paris, les bandes font de plus en plus parler d'elles. Cet été, à la gare du Nord, la violence est encore montée d'un cran. 2 groupes de jeunes se sont affrontés à coups de couteau et de hachoirs. Bilan, 1 blessé grave et 5 jeunes arrêtés. Isabelle passe chaque jour par ici pour prendre son train de banlieue. Elle a assisté à toute la scène. C'était des jeunes Cagoulés qui sont sortis du RERE. Ils étaient une bande de 20 personnes, je crois. Et contre 2 personnes. Ils l'ont tabassé, tout ça. Moi, j'ai juste appelé la police, mais comme j'ai l'habitude de passer là, je ne veux pas qu'on me remarque et qu'après ce soit ma fête. Voilà. Les 20 jeunes en question appartiennent à une bande des banlieues ouest, la Def Mafia. Voici ses membres en train de se filmer sur le parvis de la Défense, le territoire qui leur a donné leur nom. La victime, elle, appartient à une autre bande, la GDN, pour Gare du Nord. Elle a fait de la galerie commerciale de cette gare son quartier général. À l'origine de cette explosion de violence, il y a ce duel à main nue diffusé sur Internet. On y voit la victoire d'un membre de la Gare du Nord sur un lieutenant de la Def Mafia. Un affront impardonnable qui appelait une revanche. L'honneur est très important pour ces jeunes parce qu'ils n'ont pas d'autres lieux de réalisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre où ils vont se faire respecter? À quel autre endroit ils vont vraiment être pris en considération? Je pense que plus ils sont dans une logique de marginalisation économique, scolaire, etc., plus leur seule façon de se faire une place, ça va être le faire par la violence. Direction la ville de Saint-Denis, dans le département du 93. C'est là que nous avons retrouvé la trace de la bande de la Gare du Nord. Ils ont 20 ans en moyenne et viennent de toute la banlieue parisienne. Leur point commun, le climat de violence dans lequel ils vivent au quotidien. Il y a des potes à nous qui vont en prison, il y en a qui se mangent des coups de couteau. C'est pas lourd, tout ça peut-être plus tard on va y penser, on va se dire c'est con. Nous on sait très bien que... Quand quelqu'un touche à la famille,
Ah, les autres sont obligés de venir. C'est plus fort que tout. Voilà, c'est tout. Une solidarité d'autant plus importante que ces jeunes ont le sentiment d'être rejetés par la société. En banlieue, là, ils se bousillent tous les jours, on n'en parle jamais. Pourquoi maintenant, comme ça touche Paris, ça dérange rien, ça veut dire ça dérange les gens. Ils sont là, on arrête. Explique-moi un peu plus. Là, c'est la police, ils abusent, j'ai un truc à vous dire. Quand vous parlez de la police. Quand je me suis fait interpeller ce jour-là. À moi de fumer, là. Les policiers m'ont carrément dit quoi? Ça serait mieux que vous fassiez ça dans vos cités, il y aurait moins d'enculés. Ils m'ont carrément dit ça. Je sais bien tuez-vous entre vous, mais dans vos cités, il y aura moins d'enculés. Donc comme là, 7 heures sur Paris, ça vous dérange. Ça les dérange. Ils m'ont dit carrément ça, les policiers. Tuez-vous entre vous, il y aura moins d'enculés. Prison de Fresnes. C'est ici que la bande de la gare a ses rendez-vous. Suite aux bagarres dans la capitale, l'un des leurs y est incarcéré depuis 1 mois. Ce soir, c'est sa sortie. Je vais chercher mon pote, Madoc Zer, vous voyez, Pépère. Ça s'appelle les keufs, hein. Vous voyez, dédicace à tous les mecs qui sont en Carplat, Joe Ladouille, Ange, Roms, il y a qui encore, Lassana, Bobby, tous les bords. À 22 ans, Fabrice n'avait encore jamais connu la prison. Au moment des affrontements, il s'apprêtait même à débuter une formation professionnelle. Ce soir-là, il est accueilli en héros. C'est quoi la suite de tout ça? La suite, moi, pour moi, il n'y aura pas de suite. Je vais travailler, me reprendre, me remettre dans le bon chemin. Et puis voilà. Moi, personnellement, pour moi, il n'y aura pas de suite. Après toutes ces bonnes résolutions, Fabrice décide de fêter sa libération avec sa bande.